Bienvenue dans notre émission La tête dans le cœur. Je suis Alix. Et moi, Caroline. Ici, tous les mardis, nous abordons des sujets qui nous concernent tous, avec transparence et humilité. Le tout accompagné par le regard éclairé de Caroline, spécialisée dans le fonctionnement de l'inconscient et la gestion des traumatismes. Allez, on lâche la tête et on va dans le cœur. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour, bienvenue dans notre premier épisode de la saison 2 de La tête dans le cœur. Pour nous, c'est la rentrée, les enfants ont repris l'école hier. Du coup, nous recommençons à publier et à enregistrer des vidéos et des podcasts. Pour cette nouvelle saison, on continue le rythme. Donc, tous les premiers jeudis de chaque mois, un live et donc pas d'épisode le mardi. Ce qui ne vous empêche en rien d'aller écouter un autre épisode qui est déjà publié. Et 3 épisodes tous les mardis, chaque mardi pour le reste du mois. On va continuer à aborder des sujets sous toutes ces coutures, en profondeur, continuer à prendre de la hauteur aussi, et essayer de mieux se connaître soi pour pouvoir mieux évoluer dans ce monde. Aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle saison, nous avons choisi de parler du rapport aux autres. Tout le monde va y passer, que ce soit le rapport à ma famille, à mes amis, au milieu scolaire, professionnel, on va tout décortiquer pour que cette rentrée se passe en douceur et sereinement, et puis pour que les relations des uns avec les autres soient apaisées. Du coup, pour commencer, on va faire un peu de théorie, je mets des énormes guillemets, mais vraiment pour pouvoir faire le lien ensuite par la suite, si vous rencontrez une problématique relationnelle avec quelqu'un, pour que vous puissiez rapidement vous dire « Ah oui, tiens, ça me fait penser à ça ». Du coup, Caroline, si tu veux bien commencer par nous expliquer, on va commencer par un thème d'actualité, c'est-à-dire le scolaire, tout ce qui concerne la vie scolaire et la vie professionnelle. Oui, alors, on va quand même rappeler la notion de perception qu'on a pu avoir, ne serait-ce qu'enfant, parce qu'on rappelle que de la conception à 21 ans, toutes nos perceptions deviennent des programmes. Et à la suite des 21 ans, eh bien, on continue à entretenir ces programmes, parfois à notre insu, parfois des programmes toxiques, mais ils ont forcément pris naissance suite à la perception d'un événement. Enfant. Et enfant, c'est dans le ventre de maman, donc avec notre conscient, on ne s'en souvient plus, mais c'est aussi cette période, 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors certains ont des souvenirs, mais pas tout le monde. Et durant cette période-là, on a forcément à un moment donné perçu quelque chose qui était à l'encontre de ce qu'on aurait aimé peut-être vivre ou ressentir d'agréable à ce moment-là. Et pour illustrer cette notion de perception, on peut tout à fait donner l'exemple d'un enfant dans un supermarché. Il fait les courses avec sa maman. Il tient le caddie, par exemple. Et puis à un moment donné, maman rencontre une amie, ou alors l'enfant est attiré par le rayon jouet. Et donc, cet enfant va voir ce qui se passe dans ce rayon jouet. Et puis, maman, entre-temps, discute avec son amie qu'elle a rencontrée. Et puis, tout d'un coup, l'enfant se retourne. Il n'a plus sa maman et le caddie à côté de lui pour le rassurer, savoir qu'il est bien en surveillance. Il a la perception que maman ne le surveille pas et qu'il peut être perdu, abandonné. Sauf que maman, du coin de l'œil, avait bien vu que son fils ou cet enfant partait. Et il était en parfaite sécurité. Mais ça se joue sur cette fraction de seconde où l'enfant se retourne et il n'y a plus maman à ses côtés. Et ça peut avoir, ne serait-ce que ça, des répercussions pour plus tard, peut-être se sentir abandonné d'un coup. Voilà. Donc c'est un petit peu exagéré ce que je raconte, mais c'est quand même pour expliquer que la perception, c'est peut-être pas forcément ce qui s'est vraiment passé dans la réalité, dans ma vie, mais moi je l'ai perçu de telle manière. Comme l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, même si elle a été faite dans les règles de l'art, j'ai envie de dire, eh bien, peut-être que moi, enfant, je vis très mal l'arrivée de ce petit frère ou de cette petite sœur parce que pourquoi un autre enfant, je ne suis pas assez bien, on va me remplacer, peur qu'il n'y ait plus assez d'amour pour moi, plus d'attention, etc. Alors que c'est juste quelque chose de beau, l'arrivée d'un frère ou d'une sœur. Et ces perceptions-là, forcément, on en a vécu des milliers durant notre enfance. Et certaines, restent en programme et font qu'on va attirer plus tard des choses qui ne sont peut-être pas forcément agréables. Au-delà de perceptions bien concrètes, de choses bien tangibles qu'on a vécues dans la violence, etc., etc. Oui, pour nous, c'était important de revenir sur cette notion de perception, parce que dans tous nos épisodes, évidemment, on fait référence à des traumatismes que nous avons vécus enfants, adolescents, etc. Et en tant qu'adulte, de prime abord, on peut se dire « Ah, mais moi, franchement, globalement,
j'ai eu une super vie sur le papier, tout s'est bien passé. Et donc, de rappeler cette subtilité, c'est de se rappeler qu'on est tous conditionnés par des traumatismes plus ou moins, sociétalement acceptables. C'est pas parce qu'on a vécu un décès ou un divorce ou que sais-je, un gros drame qui est reconnu que ça veut dire que notre traumatisme est forcément plus fort que quelqu'un qui aurait peut-être au demeurant vécu une vie limite très simple et très lisse. Donc c'était important pour nous de rappeler cette notion de perception. Faut vraiment se rappeler que quand on fait référence à ce qui s'est passé dans notre passé, il faut pas le voir avec notre recul d'adulte où on est des adultes, forcément on est en capacité de voir au-delà de ce qui est, mais se rappeler vraiment l'émotion de l'enfant que l'on était à ce moment-là. Surtout de la conception à 7 ans, nous ne sommes qu'inconscients. Donc, c'est logé dans notre inconscient. On l'a oublié, il y a même des événements qu'on a complètement occultés parce que logé dans l'inconscient, parce que trop fort, etc. Et qui peut-être refont surface, par le biais donc, de relations. Et c'est donc le sujet du jour. Voilà, donc pour un premier épisode, c'était important quand même de revenir sur cette notion pour que tout le monde se sente concerné, peu importe son histoire de vie. Donc, on a dit qu'on allait commencer par l'environnement scolaire et professionnel. Donc, explique-nous si mon enfant, ou peu importe, a un problème avec ses camarades, ou si moi, en tant qu'adulte, j'ai un problème relationnel avec mes collègues, on parle de problématiques, comme vous avez bien compris. Qu'est-ce que je peux aller chercher? D'où ça vient? La relation en tant qu'enfant avec mes camarades de classe, ou plus tard adulte avec mes collègues, c'est en lien avec ma relation à ma fratrie. Ok, et pour ceux qui n'ont pas de fratrie? Les enfants uniques, on en a déjà parlé lors de l'épisode « On ne choisit pas sa famille ». C'est comment j'ai vécu d'avoir été un enfant unique. Si je l'ai bien vécu, j'aurais tendance à être plutôt seule, à vivre seule. Si je l'ai très mal vécu, j'ai pu développer une dépendance qui fait que je vais chercher chez l'autre sans arrêt cette relation fraternelle que j'aurais tellement voulu avoir enfant. Je rappelle quand même que quand je parle de la fratrie, donc c'est la fratrie, c'est mes frères, mes sœurs, mais il faut aussi penser à cette fratrie invisible, c'est-à-dire s'il y a eu des décès, des avortements, des fausses couches, ils ont tout autant leur place dans la fratrie. Et aussi, en amont, je le rappelle, le jumeau de conception, qui lui non seulement conditionne ma relation de couple pour plus tard, mais aussi ma relation aux autres, parce que ce jumeau ou cette jumelle aurait été un frère ou une sœur. Donc, camarade de classe, collègue de travail, c'est comment moi je me suis sentie dans ma fratrie, ma place dans ma fratrie. Et là, il suffit d'aller retourner, de se poser la question, ok, qu'est-ce que j'ai pu vivre, comment j'ai pu être, etc. Ok. Et si on a une problématique avec la hiérarchie, son supérieur hiérarchique, son prof, le CPE, le directeur du lycée, peu importe. Alors, de manière assez simple, tout ce qui est du domaine de la hiérarchie, c'est en lien avec ma perception que j'ai eue de papa de 7 à 14 ans. Maintenant, il y a quand même une subtilité. Si j'ai une problématique, je suis enfant ou même adolescent et j'ai en horreur, par exemple, ma maîtresse ou ma prof eh bien, là, ça va faire référence à maman. Parce que vous êtes une femme. Ouais. Par contre, si c'est avec mon professeur, mon maître d'école, c'est en lien avec papa. Donc là, il y a une petite subtilité. Après, hiérarchie, chef, sous-chef, mon manager, etc., c'est pareil. Est-ce que c'est avec maman ou est-ce que c'est avec papa? Voilà. En même temps, là, il y a quand même une petite subtilité et c'est aussi en fonction. Donc, c'est pour ça que c'est quand même très subtil. Il faut bien comprendre. C'est si, moi, enfant, j'ai perçu que ma maman était très masculine et que mon papa, lui, était plus dans l'émotionnel, eh bien là, c'est pas biaisé, mais c'est inversé. Donc là, c'est assez théorique ce que je dis, mais ça va être en lien aussi, en questionnant la personne, de sa perception en tant qu'enfant. Si j'ai une maman qui porte le pantalon, comme on dit, et un papa qui, lui, était beaucoup plus sensible, eh bien, ça va être inversé. Donc, moi, en tant que thérapeute, je dirais, après, il faut aller creuser. Après, c'est du cas par cas. Mais en tout cas, tout ce qui concerne le domaine global, professionnel et scolaire, c'est au demeurant papa. Et après, effectivement, si subtilité il y a, aller creuser du côté de maman. Ok. Et est-ce que ça marche à l'inverse? Si je suis un manager et que j'ai des difficultés avec mes subalternes, tu vois, je sais pas, j'ai une équipe de 3-4 personnes et en fait, peu importe dans les boulots que je fais, les gens que je recrute, à chaque fois, c'est une cata. Ben là, ça touche quand même mon professionnel. Et moi, je dirais que c'est quand même ma relation, comment était ma relation à papa, mais ça touche aussi les autres. Ouais. Donc, ma fratrie. Donc, je ne m'engagerai pas à dire c'est blanc ou noir, en fait. Hein.
C'est en fonction des subtilités. Mais par exemple, si je répète sans arrêt le même schéma avec un chef au masculin, je change de boîte, j'attire toujours un chef qui est peut-être autoritaire ou qui est ci, qui est là, eh bien là, il faut aller voir avec papa ce que moi j'ai vécu dans cette période 7-14. Si c'est une chef, effectivement, est-ce que c'est le féminin de papa qui l'un ressort ou est-ce que c'est ma relation à maman? Bon, dans tous les cas, ça touche les parents et avec un questionnement stratégique et du cas par cas, on trouve l'origine. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui fait que j'attire ça dans ma vie dans le cadre professionnel. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est parce que là, on parle vraiment d'un monde où on attire des inconnus à soi, je veux dire, dans un travail, son chef, etc. Et que même là, ça vient référer à notre propre construction de soi. Et spontanément, on n'irait pas faire le lien entre la relation avec son chef et avec ses parents. Et pourtant, c'est le cas. Donc, c'est hyper important de s'en souvenir. OK, alors on en a parlé longuement dans le live sur le couple. On en reparlera évidemment cette saison. Mais bon, si tu peux quand même nous rappeler la relation avec son partenaire de vie. Alors, relation partenaire de vie, qu'on soit un homme ou une femme, on va attirer à nous un partenaire de vie qui va nous faire revivre les mêmes émotions vécues avec notre maman de notre conception à nos 7 ans. Si pas jumeau de conception, on est d'accord, hein? Lui, il est encore plus à l'origine de. Mais dans tous les cas, même si j'ai vécu un trauma avec le jumeau, dans tous les cas, je vais le revivre avec maman. Donc, le couple, c'est maman. Émotionnellement, c'est maman. Et maman, eh bien, ça va avoir un impact aussi sur ma relation avec mes enfants. Donc, si je rencontre une problématique, quelle qu'elle soit avec mes enfants ou dans l'envie d'en faire, mais il y a blocage, en tout cas, tout ce qui concerne ma maternité ou ma paternité, mais ça, on va l'expliquer après, c'est ma relation à maman, c'est le même rail. Et pour le coup, je trouve que les enfants, autant le couple, la relation à maman, ça peut être... Voilà, pour arriver à l'intégrer, entre guillemets, ça peut être un peu compliqué. Parce qu'on se dit, attends, mon partenaire, il va pas nous réveiller l'émotion, la perception de maman. On se rappelle toujours de ce qu'on a dit au début sur la perception. Hein. Autant l'enfant, c'est assez flagrant parce que c'est un enfant, il vient tout de suite tirer en plein cœur dans l'enfant intérieur qu'on était, pour le coup. Et quand on préparait l'épisode, tu disais que c'était encore... pour les papas, c'était même encore plus subtil. Les papas, ils ont un double nœud. Parce que je rappelle que donc... Non seulement le papa, lui, il a encodé la perception de sa maman de 0 à 7 ans, le petit garçon avec maman. Donc pour plus tard, ça va être sa relation en tant que papa émotionnelle avec son enfant. Mais il va aussi encoder, programmer sa relation avec son papa, donc le petit garçon avec son papa de 7 à 14 ans, qui va conditionner pour plus tard en tant que papa sa relation avec son enfant. Mais pas sur le domaine émotionnel. Non pas que le papa ne porte pas d'émotionnel, c'est pas ça. Mais c'est maman qui conditionne l'émotionnel. C'est peut-être, par exemple, je suis tout à fait en mesure de prendre un enfant dans mes bras. Donc, dans le côté émotionnel, j'y arrive. Par contre, dès qu'il faut que j'aille faire une activité ou dès que je vais m'engager à quelque chose avec lui, ou dès que je vais devoir passer à l'action, blocage, peut-être parce que mon papa a été absent et que je n'ai rien pris de lui dans ce domaine-là. Donc ça, c'est subtil et il y a le double nœud. Oui, donc une maman très présente pour son garçon de 0 à 7 ans, très présente. En tout cas, une maman qui était dans l'amour, qui faisait des bisous, des câlins, etc. Elle va peut-être elle transmet ça à son petit garçon qui aura de grandes facilités en tant que père à être dans l'émotionnel avec son enfant, dans les câlins, dans l'expression. Mais un papa absent du coup de 7 à 14 ans fait effectivement que ce papa... il aura beau être dans l'amour, dans l'affection avec ses enfants, par contre, il y aura un moment donné faire une activité, le prendre sous le bras et dire on va faire un foot, un machin, ce sera plus difficile d'être dans l'action. Oui, et même sur le plan plus subtil, ne serait-ce que créer une relation vraiment père-fils. Là, il y aura manque. Ouais. Ok. Donc, les papas, double subtilité. Ensuite, très important et pas des moindres, les relations avec nos amis. Parce que, pour le coup, les amis, potentiellement nos amis d'enfance, ils nous suivent peut-être toute notre vie, quoi. Alors là, on parle vraiment des amis avec un grand A, ceux qu'on compte sur les doigts d'une main. Hein. Et très souvent, si on regarde, on n'en a pas non plus 50. Relation avec mes amis avec un grand A, même rail, c'est ma relation à maman de 0 à 7 ans. Donc, on attire à soi des amis qui nous font revivre les mêmes émotions que l'on a perçues de notre mère. Exactement. Et souvent, quand on dit ça, les gens disent « Alors moi, j'ai eu une mère, c'était une catastrophe. Mon couple, effectivement, oui, ça se retrouve dans mon couple, ça se retrouve avec mes enfants. Mais non, mes amis, je trouve que plutôt ça se passe bien. » Bon, tant mieux. Mais quand même, est-ce que j'entretiens pas... est-ce que je porte pas quand même le masque de la petite fille avec maman, avec mes amis? Ou est-ce que si je creuse un peu, il n'y a pas parfois des réactions, j'ai des réactions émotionnelles vis-à-vis d'eux parce qu'ils me font revivre la même émotion?
Ça peut être plus doux qu'avec peut-être avec un partenaire, la répercussion avec les amis. Mais quand même, si on creuse, eh bien, on se rend compte que oui, ça vient me réveiller les mêmes émotions. Et puis, tu sais, dans l'inconscient collectif, on a un peu l'impression qu'on a choisi nos amis, pas notre famille. Donc déjà, on part avec une intention où on a l'impression qu'on est plus responsable de cette relation-là, alors que, bon, on a tout choisi. Et est-ce qu'on peut prendre le contre-pied? Par exemple, la maman du groupe, c'est souvent, il y a dans un groupe d'amis, vraiment, il peut y avoir celle qui a toujours tendance à être un petit peu, pas maternante, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Je suis sûre qu'il y en a qui se reconnaîtront. Est-ce que ça peut être un contre-pied d'avoir eu une mère, justement, qui ne l'était pas? Absolument. Ok, donc on peut même compenser avec ses amis quelque chose qu'on aurait aimé recevoir de sa propre mère. Et quand tu disais, voilà, une mère absente ou défaillante, etc., mais qu'on a un noyau d'amis qui est très proche, très soudé, mais dans le conflit, ça va forcément... Est-ce que ça se manifeste dans le conflit ou que dans le conflit ou dans le positif aussi? Ah bah dans le positif. Attention, nous on fait le zoom sur le négatif parce que le but c'est de mettre en lumière ce qui fait qu'on est mal ou etc. Mais Dieu merci, dans nos conditionnements, on a aussi pris des choses qui sont positives. Oui, absolument. Oui, mais du coup, on peut peut-être même se raccrocher à ce groupe d'amis qui vient peut-être compenser une relation qu'on n'a pas eue avec sa propre mère. Et surtout les amis, je trouve que c'est hyper intéressant parce que comme on grandit avec eux quand on a la chance d'avoir des amis d'enfance, c'est pour le coup, c'est une relation qu'on choisit et qu'on choisit de construire ou non. Enfin, je veux dire, je sais pas comment dire... On évolue, nos amis évoluent, et quand on reste amis avec cette personne, ça demande aussi de l'entretien. Et oui, je sais pas où je voulais en venir avec ça, mais je veux dire, en tout cas, on aurait de prime abord, comme tu dis, on n'aurait pas l'impression que nos amis, comme si c'était un peu notre cercle un peu sûr de notre lieu de sécurité, alors que là-bas aussi, on peut avoir des traumas qui se réveillent. Ok, et ensuite aussi sujet très important. La belle famille, nos beaux-parents. Parce que c'est ce qu'on disait dans un épisode, je ne sais plus dans lequel c'était. On disait qu'on arrivait plus facilement à casser du sucre, entre guillemets, sur le dos de notre belle-mère, donc la mère de notre compagnon ou de notre compagne, et de notre beau-père, ou notre belle-sœur, notre beau-frère, plutôt que sur sa propre famille. Oui, ça parce que c'est des liens fidèles et que c'est plus facile. Il est impensable d'aller remettre en question peut-être l'attitude d'une maman, parce que trop fidèle, parce que c'est notre maman et tout le bazar. Alors que c'est bien plus simple et puis c'est un peu plus limite moderne que d'aller casser du sucre sur le dos de la belle-mère. Toujours est-il que ce que je ressens avec ma belle-mère ou mon beau-père ne fait que réveiller les émotions vécues avec ma propre maman et mon propre papa. C'est toujours la même chose. Belle-sœur, beau-frère, idem. J'ai des difficultés avec ma belle-sœur, et bien qu'est-ce que je ressens émotionnellement? Qu'est-ce qu'elle vient me faire ressentir, cette femme? Eh bien, à un moment donné, j'ai perçu avec ma fratrie, donc 0,21, avec ma sœur, je veux dire, eh bien peut-être la même chose. Ou mon beau-frère, ça va me renvoyer à mon frère. Et si j'ai pas de frère, eh bien ça peut me renvoyer soit à moi, cet homme me renvoie à moi en tant qu'homme quelque chose, ou peut-être que ça vient réveiller, eh bien peut-être le frère que j'aurais aimé avoir. Enfin, une fois de plus, c'est en fonction du cas par cas. Mais donc, belle famille ne met que en exergue ce que j'ai vécu avec ma propre famille. Ok, et donc tu disais qu'il en était de même avec la belle famille quand on entend séparation, après une séparation. Famille recomposée. Famille recomposée. Le mari de mon papa. Je suis enfant, mes parents sont divorcés, je suis gardée de manière alternée chez maman et papa. Eh bien, ce que je peux ressentir pour le nouveau compagnon de maman, de négatif bien sûr, va me faire revivre ce que finalement je ressens pour mon propre papa et inversement. Si j'ai des difficultés avec ma belle-mère, donc l'amie de mon papa, eh bien, elle ne fait que réveiller en moi des émotions que je ressens pour maman. Et en plus de ça, enfant divorcé, ce qui est un vrai traumatisme, c'est une mort pour l'inconscient, pour l'enfant en tout cas. L'inconscient ne fait aucune différence entre une mort physique et une séparation. Pour lui, il enregistre une mort de quelque chose. Eh bien, ça peut être aussi, si tu peux, amplifié par le fait que l'enfant vit mal que ses parents ne soient pas ensemble, et donc forcément... il peut avoir, si tu veux, une réaction. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est ce que je ressens pour ma maman ou pour mon papa. Toujours, ça revient à ces racines-là, quoi. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est aussi de penser la relation à l'inverse, c'est-à-dire si je me sépare du père de mes enfants et que celui-ci refait sa vie, la relation que mon enfant va avoir avec la nouvelle compagne de mon ex-mari ou ex-conjoint, peu importe, et ben ça va lui faire revivre les mêmes émotions qu'il a ressenties avec moi. Donc, quand on est effectivement parents divorcés, séparés, et que notre enfant a des difficultés avec son beau-père ou sa belle-mère, bah, ça fonctionne. C'est aussi s'interroger soi. Qu'est-ce qui lui demander quelle émotion
il ressent pour que... Et parce que si moi, je travaille l'émotion, potentiellement, ça va changer dans sa perception de sa relation de sa belle-mère. Oui. Oui, c'est ça. Alors, la belle-mère ne changera pas pour autant, Non. encore qu'on ne sait jamais. Oui, on sait jamais. Mais l'enfant ne la verra plus avec ce prisme-là et donc il sera détaché émotionnellement. Alors, oui, ça la changera pas, mais en tout cas, l'enfant sera détaché émotionnellement de ça. Ok. Donc, très intéressant, ça, quand même. Donc, et ensuite, du coup, les autres. Mes copains, bon, les collègues, on l'a déjà dit, le voisin, la boulangère que je ne peux pas me blairer, enfin, tu vois, tous ceux qu'on côtoie au quotidien. Les inconnus. Les inconnus, voilà. Donc ça vient de... La foule, les gens en voiture, enfin, tous les autres dont on n'a pas encore parlé maintenant. Eh bien, eux, c'est ma relation, ma fratrie. Ok. Au même titre que les collègues, les camarades de classe, si ça ne devient pas des amis avec un grand A. Tous les autres ne font que réveiller ma relation à mes frères et sœurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, se reposer la question. Est-ce que j'étais aînée et je vais m'occuper des autres et j'ai toujours l'impression de m'occuper des autres? Est-ce que j'avais tendance à m'effacer, à me sacrifier? Eh bien, est-ce que du coup les autres passent avant? Et j'en sais rien, mais comment moi j'ai été... quelle était ma place dans cette fratrie? Quelle relation j'avais avec mes frères et sœurs? Ça conditionne mon rapport aux autres. Bon, concrètement, peu importe où j'emménage, je finis toujours par m'engueuler avec mon voisin, par exemple, pour ma voisine. C'est souvent ça, j'ai toujours quelqu'un autour de nous qui a toujours des problèmes de voisinage. Donc là, forcément, je m'interroge sur ma relation que j'ai avec soit mon frère, soit ma sœur, soit si j'en ai pas, sur ma position d'enfant unique. Absolument. Et de ma perception. Il n'y a aucun hasard. Donc, si j'attire ça, que je le vis mal et qu'en plus ça se répète, il y a forcément... C'est là pour venir me passer un message. Qu'est-ce qui fait que j'attire ça? Et après, on va à la racine pour définitivement enlever ce programme. Ok. Et on voulait quand même aussi faire un petit focus sur le transgénérationnel qui a aussi sa place. Bien sûr. Dans tout ça. Mais on disait quand même qu'à un moment donné, dans tous les cas, ce qu'on se porte en transgénérationnel va se manifester dans la matière, entre guillemets. Depuis notre naissance. Depuis quoi. notre naissance. Pour nous. Ouais, mais à prendre quand même en considération. Parfois, on se porte un peu des trucs, des valises, là. Bon, alors, ok, on l'a manifesté dans cette vie, mais parfois, ça peut être, j'en sais rien, une génération... je sais pas, moi, ma grand-mère invitait jamais personne chez elle. Elle était très solitaire, toujours un peu en réaction vis-à-vis des autres. Mes parents, du coup, on n'avait pas grand monde à la maison, etc. Et bien moi, aujourd'hui, j'ai peut-être des difficultés à inviter chez moi. Voilà, alors nous, à l'inverse, on a une maman qui avait la porte toujours ouverte. Il y avait toujours beaucoup de monde à la maison. C'était très festif, très joyeux, malgré le contexte. Parce que c'est une maman comme ça, très généreuse. Et ben, nous, on a tendance à aimer ce genre de choses, quoi, à nous retrouver, à faire des goûters, des apéros, voilà. Donc ça, c'est des choses, bon. Mais ça peut avoir des impacts aussi considérables par rapport peut-être au relationnel vis-à-vis des autres. Voilà, c'est prendre en compte aussi cette partie-là, mais qui se règle aussi parce qu'elle est dans l'inconscient. Et donc, elle se libère tout aussi bien que... Mais est-ce qu'on peut compenser? C'est-à-dire passer son temps à vouloir tout le temps être entouré? Bien sûr. Tout le temps être en soirée, les week-ends, puis voilà, puis l'idée de se retrouver. À l'inverse, il y a des personnes qui auront des difficultés à établir des relations aux autres, mais voilà, on peut aussi être cette personne qui est extrêmement sociable et qui a en permanence besoin d'avoir du monde autour d'elle. Oui, c'est quoi le risque si elle se stoppe et qu'elle est avec juste elle-même, quoi. Bon, ça après... Elle de se poser la question. Ok, donc du coup, on remarque bien que peu importe finalement de qui on parle en termes de relations, à un moment donné, on a tout part de nous, en fait. Et c'est ce qui était très important à mettre en évidence pour nous dans cet épisode, c'était que on est au centre de nos relations et on n'est pas... on est au cœur de notre vie, au cœur de nos relations et on n'est pas juste un maillon d'une chaîne à considérer autant qu'un autre. C'est tout part de nous. Et surtout, ce qu'on notait en préparant l'épisode, c'était quand même se rappeler... aussi ce qu'on avait dit dans un épisode, c'était qu'on est des êtres énergétiques et ça a forcément aussi son impact. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi j'attire à moi cette relation, peu importe avec laquelle, maintenant on a compris d'où ça pouvait venir. Pourquoi j'attire ça? Et du coup, là on parle d'une relation qui me fait vivre des émotions négatives. Pourquoi j'attire ça? Eh bien forcément, on a attiré à nous quelqu'un qui vibrait sur la même vibration que nous,
qui peut-être, ça naît d'un traumatisme. Un traumatisme, c'est une empreinte énergétique. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la graine est plantée, j'ai envie de dire, ça vibre sur une certaine fréquence. Et si on s'en occupe pas, ça peut grossir. Et forcément, vu qu'on attire à nous des situations et des personnes qui vivent sur cette même énergie, eh bien, on va l'attirer devant nous. Mais pas pour nous embêter, pas pour nous piéger, pour mettre en lumière que là, il y a un blocage et qu'il faut aller le libérer. Et donc, on est des êtres d'énergie. Et effectivement, là, on est connecté grâce à des choses là qui sont invisibles, mais elles sont bien réelles. Donc, l'énergie, elle ne se voit pas, ce qui peut être déstabilisant pour les personnes qui ont des difficultés avec ça, et elle est pourtant bien là. Et nous, c'est d'autant plus mis en avant depuis qu'on habite à La Réunion, parce qu'on est clairement extrêmement loin des gens. Il n'empêche qu'on peut avoir l'illusion de se dire j'ai telle problématique relationnelle avec telle personne, je vais partir, et puis comme ça, ça apaisera nos relations, etc. Alors ça peut marcher, peut-être au début, on peut avoir l'illusion de se dire que la distance, peut-être le manque, etc., il va se jouer un truc, mais il suffit, et c'est d'expérience, d'un appel, d'une émotion à distance revue pour que instantanément l'émotion, elle soit à nouveau présente, comme si la personne dont on a voulu s'éloigner était à la maison d'à côté. Et c'est vrai que le fait de partir vivre loin, pour le coup, je trouve que ça met en évidence cette interconnexion, malgré le fait qu'on soit loin des gens l'énergie de notre... n'a aucune limite, l'énergie n'a aucune frontière. Donc, il est illusoire de penser que même si on va déménager à 200 km peut-être de notre maman parce qu'on ne peut plus l'encadrer ou quoi que ce soit, ou d'un voisin ou d'une situation, mais l'énergie, elle est en nous et tant qu'on n'en prend pas compte, entre guillemets, ou qu'on ne l'élève pas, eh bien, peu importe où on ira, on attirera exactement les mêmes choses. Donc, c'est fuir quelque chose qui nous rattrape. Donc ça, pour le coup, c'est illusoire. Oui, parce que cette notion de se rappeler que les traumatismes qu'on a vécus nous ont laissé une empreinte énergétique, c'est très fort, en fait. Ça permet vraiment du moment où on lève quelque part cette empreinte énergétique, on est neuf, donc on attire à soi d'autres personnes qui vont être sur la même fréquence que nous. Et d'ailleurs, toi, tu as eu des exemples pendant tes séances où ça a fonctionné, ça veut dire ça fonctionne, on le voit pas, mais ça fonctionne à distance, quoi. Typiquement, un exemple, je travaille avec une personne sur la relation à sa maman qui était très, très, très compliquée. Et elle n'avait plus de nouvelles d'ailleurs de cette maman depuis des années. Et on fait une séance sur ça, uniquement sur la relation à la maman, la petite fille, etc. Elle m'envoie un message quelques jours après, elle croise sa maman au supermarché, chose qui n'était pas arrivée depuis des années. Et elles se sont prises dans les bras. Alors les gens ils vont dire waouh, c'est le miracle, c'est l'eau de rose. Non, mais c'est bien plus important que ça. C'est véridique. C'est-à-dire qu'elle avait changé sa vibration. Quelque chose avait joué. Elle avait libéré ça. Et vu que l'univers est énergétique et ne répond qu'à notre vibration, ni il punit ni il récompense, il répond à une vibration. Donc si j'ai changé ma vibration, il va se manifester autre chose dans ma vie. D'où l'importance de comprendre la part que l'on a. Alors, on a bien conscience qu'on a une part dans la relation avec l'autre, mais par moment, on peut avoir tendance à dire « Non, mais attends, de toute façon, c'est une... j'ai envie de dire un gros mot. Bon, c'est une conne, c'est un con, ou de toute façon, les gens, c'est tous des cons. » Et parce qu'on attire à nous, effectivement, peut-être que des gens qui nous font revivre ce sentiment Mais se rappeler qu'on a sa part, nous, ça permet déjà, d'ores et déjà, d'apporter un œil nouveau sur la relation. Et c'est pour ça qu'on avait relevé aussi le fait que quand on juge, ce qu'on juge, c'est l'autre. Parce qu'on va avoir tendance à dire machin, t'as vu quand il a fait ça, ou peu importe. Ce qu'on fait tous, ou qu'on a tous fait, ça vient faire écho à quelque chose à un traumatisme que l'on a en nous. Ouais, ce que je juge chez l'autre, c'est ce que j'ai à libérer chez moi. Ce qui ne veut en rien dire que, par exemple, je juge quelqu'un de radin. Ça ne veut pas dire que je suis forcément radine, ou du moins à la même proportion que cette personne que je vais juger. Mais quand même, si je me pose la question, attends, pourquoi son côté radin, ça m'exaspère, ça me met en réaction? Eh bien, peut-être que j'ai une partie de moi, dans un domaine de ma vie qui peut-être est moins flagrant, avec lequel je suis radin. Voilà, c'est un exemple un peu bateau. Ou alors, est-ce que ça me renvoie... Et forcément, si j'ai cette petite partie, ça me renvoie forcément à peut-être mon enfance, comment c'était vis-à-vis de l'argent, etc., etc. Et ça, pour n'importe quel jugement que je vais porter chez l'autre. Dans tous les cas, si je le vois chez l'autre, ça me renvoie à une partie de moi avec laquelle je suis peut-être pas réconciliée. Ouais. Ok. Ou avec laquelle on n'a peut-être pas conscience, du coup. Peut-être qu'on ne sait pas. Moi, je pense que si on le voit chez l'autre, on le sait.
On le sait, on veut peut-être pas se l'admettre. Je juge chez l'autre qu'elle est instable, par exemple. Je trouve cette personne instable, elle est toujours en train de déménager, etc., etc. Est-ce que ça vient me réveiller Moi, j'aimerais bien que ça bouge aussi dans ma vie. Elle le fait. Et du coup, bon, je vais vite la juger d'instable. Mais peut-être qu'en fait, ça vient réveiller chez moi peut-être une routine, une monotonie. Et donc, une envie de faire comme elle. Donc, je vais la juger, c'est plus facile. Ou alors, j'ai une partie de moi qui est instable. Alors, peut-être pas ça se manifestera peut-être pas par des déménagements, mais peut-être que dans ma relation avec quelqu'un, ou peut-être que, j'en sais rien, dans le sport, ou j'en sais rien, eh ben, je suis instable. Dans tous les cas, si je le vois, c'est que je l'ai. Oui, c'est et ça, qui... c'est très dur à comprendre chez les Oui, c'est extrêmement subtil parce qu'on pourrait se dire c'est but en blanc, je juge sa radinerie, donc je suis radin. Alors que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et d'ailleurs, pour illustrer cette subtilité, on va prendre l'exemple de quand on a décidé de venir vivre ici. On en a déjà parlé dans un épisode où justement on explique notre départ à La Réunion, mais je le repose ici. On peut décider de partir vivre loin. Ça va réveiller chez une personne le fait, elle va être en réaction parce que ça va l'énerver ou triste ou peu importe. Parce qu'en fait, on a vu cette personne quitter son travail et nous, finalement, on est... non épanoui dedans. On n'est pas épanoui dans le nôtre et ça vient juste toucher le fait, le truc du professionnel, mais pas tellement le fait que la personne va déménager loin. Ou alors, ça peut être purement de la jalousie. Pas la jalousie de je veux être à la place de l'autre, hein, c'est ça, être jaloux. Parce que ça fait depuis des années que finalement, au fond de moi, j'ai envie de vivre la même chose. Donc là, c'est plus concret, c'est plus direct. On est en réaction négative parce qu'on est jaloux et parce qu'on a envie d'être à la place de l'autre. Mais voilà, c'est pour dire que ça peut venir toucher d'autres domaines où, je sais pas, même voir une famille, un couple uni dans une prise de décision, ça m'agace. Du coup, cette prise de décision, peut-être que ça me renvoie en fait, à mon propre couple où on est... où finalement il n'y a aucune cohésion où mon compagnon ou ma compagne décide de tout et que j'ai pas mon pouvoir de décision. Enfin, et c'est là où il y a c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que de prime abord, on pourrait se dire non mais moi je suis aucunement comme cette personne, surtout quand on est en réaction ou en colère ou quand des fois l'émotion elle est tellement forte que la personne en face de nous on pourrait l'étriper. D'être capable de faire le travail, de se dire ok, mais en fait dans tous les cas cette émotion elle est tellement forte que ça vient forcément toucher quelque chose chez moi. Et oui, mais parce que ça amène à la responsabilité. Quand on dit ça, ce que je juge chez l'autre, c'est ce que j'ai à guérir chez moi. En gros, ça fait un effet miroir. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. Toutes nos relations d'ailleurs nous renvoient à nous. Eh bien, c'est plus facile d'aller garder ce que je juge chez toi plutôt que de dire attends. D'où l'importance de devenir responsable dans le sens où, attends, pourquoi ça me met en réaction ? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi ? Mais c'est génial, on apprend de nous là-dedans et on va libérer ce qu'il y a à libérer, etc. Donc, c'est l'intérêt de ce qu'on a envie de transmettre, c'est de revenir à soi et de reprendre ses responsabilités vis-à-vis de déjà pourquoi j'attire ça tout le temps, pourquoi ça me met autant en réaction. Une réaction, ce n'est que négatif. Hein. Et voilà, pour aller... se réconcilier avec cette partie-là qui fait que je suis en réaction. Et pour le coup, cette notion, elle est d'autant plus flagrante quand autour de nous, on a des gens qui passent leur temps à juger les autres. Ah, t'as vu, machin, il a fait ça, les commères, les machins. Finalement, tout le temps et l'énergie qu'on passe à débattre sur la vie de Pierre-Paul et Jacques, ça nous descentre complètement de qui on est. Et quand on va passer 2h30 à casser du sucre ou à aller juger ce qu'a fait la personne... c'est 2h30 en moins où on va s'interroger sur sa propre vie et ça permet aussi de noyer le poisson de son propre son propre mal-être. Oui, et puis c'est surtout une très belle illustration de ce que ressent la personne en elle, parce que si elle ne voit que le négatif tout le temps chez les autres, c'est ce qu'elle est elle à l'intérieur, ce qu'elle ressent peut-être pour elle-même. Attention, ça cache un mal-être, ça, d'aller sans arrêt piailler sur les uns les autres, relever ça. Ils voient chez les autres ce qu'ils ont en eux. Des fois, ça rassure aussi d'aller voir que les autres créent des problèmes chez les autres, voir qu'on n'est pas seul à vivre ces problèmes. Fuite de soi, déjà. Hein. Et comme tu dis très souvent cette phrase, il est plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans son propre œil. Et elle est extraordinaire, cette phrase, parce que c'est vraiment ça. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Il est évident que si je vois sans arrêt le négatif chez tout le monde, c'est mon propre négatif qui ressort. Je préfère le voir chez les autres plutôt que d'affronter ce que j'ai à l'intérieur, et ça cache de la souffrance, hein, c'est clair et net. Et justement, tu parlais d'entretenir des relations avec des personnes, des fois même qu'on aime juger. Et c'est vrai que c'est intéressant, nous en venant vivre ici, enfin moi en tout cas, je me suis vachement interrogée sur la nature des relations que j'entretenais avec les gens du quotidien. J'entends pas
ma meilleure amie d'enfance, des choses comme ça, des choses qui sont actées un petit peu depuis plus de 30 ans. Je parle des copains, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais être copain ou avec tel, ou même peut-être même ami avec telle ou telle personne. Qu'est-ce qui fait que je vais passer du temps avec cette personne? Parce que souvent, la relation, je trouve, elle peut être biaisée. C'est-à-dire que je vais aller chez ce couple d'amis. Parce que de toute façon, ils sont toujours en train de se disputer. Et donc, quand je ressors de là, je regarde mon couple et je me dis, bon, finalement, on n'est pas si mal. Il y a quand même aussi un rapport, on peut avoir par moment un rapport aux autres qui fait qu'on peut peut-être se sentir supérieur à un moment donné, ou en tout cas, ça va nous ramener à nous quelque chose de positif, parce que ça va pas très bien dans mon couple en ce moment, mais quand je vais dîner chez eux, je me sens bien parce que j'ai l'impression que dans tous les cas, c'est pire dans leur vie. Et ça, je pense que c'est, malgré nous, on peut avoir tendance à entretenir des relations. Parce que tu disais, on peut entretenir une relation avec quelqu'un qui va nous faire réveiller une émotion négative. Mais là, on n'a pas envie de ça, d'aller voir cette personne. Du coup, on va avoir peut-être tendance à la rejeter, cette personne qui, à chaque fois qu'on la voit, elle vient nous réveiller une émotion qui nous appartient de négatif. Mais il y a aussi des relations qui sont entretenues justement pour venir conforter des domaines de ma vie où c'est quand même pas top, mais bon, au moins, je m'interroge pas trop, quoi. Ouais, là, on irait même presque à parler un peu de relation opportuniste, quoi. C'est un peu, finalement, est-ce que c'est une relation de cœur à cœur ou est-ce que c'est une relation qui vient juste flatter mon ego, quoi? Oui, mais ça peut être hyper biaisé parce que du coup, forcément, de ce fait, avec ces personnes-là, je peux passer un très bon moment. Ah, un chien qui vient nous voir. Un poney. Voilà. Oui, absolument. Là, c'est... et puis, c'est aussi à l'inverse. Qu'est-ce qui fait que je garde une relation alors que finalement, je ne suis pas nourrie de cette relation? Oui. Peut-être biaisée par le fait que, oui, mais tu comprends, c'est mon ami d'enfance, par exemple, donc ça se fait pas qu'aujourd'hui, 30 ans après... Et pourquoi ça se fait pas, d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait que si aujourd'hui, elle n'apporte plus rien, cette relation? Il y a ça aussi. Oui, c'est pour ça que je parlais des amis tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, on peut tomber dans une routine vis-à-vis de ses amis et qui va faire qu'on va continuer à entretenir une relation parce que c'est nos amis d'enfance et que quand même, alors que cette relation, elle peut nous rendre malheureux parce qu'on n'est plus, on a évolué différemment, on n'est plus sur la même fréquence énergétique. Mais on va se dire, mais quand même, c'est mes amis d'enfance, je vais quand même pas... Alors, il y a aussi conflit et conflit. Je veux dire, on peut avoir envie de... Il peut y avoir à un moment donné un conflit avec... Intéressant, le chien qui vient nous voir pendant cet épisode. On peut avoir un conflit avec une personne. On n'est pas en train de dire qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, ça veut dire qu'il faut rompre bien sûr. Les liens, aucunement. Mais il y a des fois... je parlais de la distance parce que des fois, le fait d'être loin, forcément, on a moins ce contact quotidien et on se rend compte qu'il y a des personnes avec qui on aurait pensé maintenir des relations très fréquentes, finalement, dont on n'a plus aucune nouvelle. Et on se rend compte que du coup, c'est qu'on ne se nourrissait pas l'une et l'autre, même s'il ne faut pas envoyer des messages tous les 4 matins pour être proche, mais on le ressent. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se ressent, même à distance, dans les relations. Et des fois, s'interroger du coup sur la nature des relations qu'on a autour de nous, ça peut être intéressant. D'autant que tu disais à un moment donné, c'est pas parce que c'est notre meilleur ami d'enfance qu'il faut forcément garder cette relation, mais parce qu'on est redevable de personne. Oui. Ça, c'est la phrase qu'il est important de dire, je pense. Nous sommes redevables de personne, encore moins de maman qui nous a mis au monde, de papa, etc. Et ça peut soulager certaines personnes de se dire, mais c'est vrai, en fait, ils nous ont mis au monde, mais déjà, sur le plan de l'âme, on a choisi de venir. Et puis, il y en a beaucoup qui s'empêchent de vivre parce qu'ils se sentent sans arrêt redevables. Alors peut-être qu'ils ont grandi avec cette image de « j'ai tout fait pour toi, donc tu me dois ». Attention, enlevons-nous tout ça de la tête. Nous sommes redevables de rien ni personne. D'une grand-mère qui nous aurait élevés. Ce qui veut en rien dire qu'on coupe les ponts. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. C'est quelle intention je porte. Est-ce que je vis ma vie sans arrêt en étant redevable de ce que telle ou telle personne qui m'a élevée m'a donné, en sacrifiant finalement ma propre vie? Non. Redevable, et puis aussi être en permanence à l'affût de ce que les autres peuvent penser de nous aussi. Dans la relation, on peut s'interdire de faire des choix, de faire des choses parce que qu'est-ce que va dire ma mère, qu'est-ce que va dire mon père, qu'est-ce que va dire ma bande de potes et donc de dire tout ce qu'on dit depuis le début, de se replacer au cœur de ces relations en disant mais de toute façon dans tous les cas tout part de moi et après je rayonne autour de mes amis. Ça nous replace aussi au cœur de notre vie. C'est pas le regard que les autres portent sur nous qui ont de l'importance, mais bien le regard qu'on se porte à soi pour après entretenir une relation à l'autre. Et donc se détacher du regard des autres,
D'ailleurs, ça vient d'où cette notion de regard des autres? On n'en a pas. C'est marrant, on on l'a pas noté. Alors qu'on est en plein dedans. Ouais. La peur du regard des autres, sans arrêt les autres, ben, en fonction de qui c'est. Est-ce que c'est mon partenaire, c'est maman? Voilà, là vous revenez au début. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu un trauma vis-à-vis de ça? Est-ce que j'ai été jugée? Est-ce que il y a forcément une cause qui fait que? Il y a forcément quelque chose qui, à un moment donné, s'est programmé en moi qui a fait que j'ai la peur du regard des autres. Et moins on est en connexion avec soi-même, plus on vit à travers ces conditionnements, etc., plus on va avoir peur, comme si c'était les autres qui commandaient mon état d'être. Alors que plus on revient à son centre, plus on est maître de sa vie, qu'on prend son entière responsabilité, plus on est droit dans ses bottes et plus, moins, j'ai envie de te dire, le regard des autres a son importance. Et en plus de ça, vu que je vais vibrer sur quelque chose de positif, je vais en rien attirer des jugements, des idées. Et même l'inverse, je vais attirer des sourires, je vais attirer des compliments. Voilà, c'est toujours la même chose. Hein. On rappelle que les émotions négatives, les traumas vibrent sur une basse fréquence. Donc forcément, je vais attirer des choses qui sont de basse énergie. Plus je me libère, plus j'élève ma fréquence vibratoire, plus je ressens des émotions positives. Et forcément, je crée autour de moi, ça se manifeste autour de moi dans la matière, par des choses qui sont plus agréables. Mais ce qu'on dit là, de se replacer au centre déjà de sa vie et des relations aux autres, par moment, ça demande une petite gymnastique mentale parce que dans l'éducation contemporaine française, à aucun moment, enfant, on ne nous invite à... C'est-à-dire que je pense qu'on a tous entendu ces phrases de « tu dois le respect à ton aîné » ou « tu sers les autres avant toi » ou les autres, on dit « les autres et moi » et pas « moi et les autres ». Alors, ça peut paraître anecdotique, toutes ces petites phrases-là semées. Mais quand même, c'est des phrases qu'on a entendues et qui nous rappellent en permanence que je suis soit au même plan que les autres, pour le coup, voilà, soit, voire même, je passe après. Oui, c'est surtout Donc, ça. Le regard de l'autre, il peut aussi venir de là. Et on s'interrogeait vraiment sur cette notion d'égoïsme et du coup accentué par cette notion de politesse. Oui, mais c'est de la politesse. Mais est-ce qu'on doit être plus poli avec une personne de 70 ans qu'avec un enfant qui en a 5 ? À quel moment on estime que sur Terre, en tant qu'être humain, on mérite plus de respect ? Et pourquoi c'est ton prof, tu le respectes même s'il ne te respecte pas ? Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Donc ça veut dire que toute ma vie, je vais respecter les personnes qui ont une ascendance sur moi, hiérarchique, etc. Et je pense que juste à un moment donné, refaire le point sur la manière dont on nous a élevés à travers toutes ces phrases, et aussi peut-être changer la manière dont on s'adresse à nos enfants, déjà ça peut aussi commencer un peu à bouger. Oui, parce que tu parles d'éducation, mais ça date d'un siècle, ou si ce n'est plus, les autres avant moi, quoi. Et ça c'est devenu dans l'inconscient collectif, des croyances, donc tout le monde répète ça, de génération en génération, et après on s'étonne que des gens se sacrifient pour d'autres, ou passent après, ou qu'on soit complètement paumé, mais attends, à quel moment je passe après les autres, finalement ? Et c'est pas être égocentrique que... Enfin si, c'est... Comment dire, c'est... Souvent, on dit, oui, mais il est égoïste. Mais être égoïste, c'est juste se recentrer sur soi. Je sais à quoi tu pensais. J'allais dire une réplique de film, mais je m'abstiens. L'égoïsme, c'est se recentrer sur soi. Quel est le problème ? Où est le problème d'être au centre de sa vie ? Ça veut rien dire être égocentrique. Plus je suis bien avec moi-même, c'est des phrases qui sont clichés, mais elles sont à entendre et à comprendre. Plus je vais m'occuper de moi, et plus naturellement, je vais être bien avec les autres. Parce que c'est faux de croire, on peut se sacrifier toute sa vie, passer après les autres, etc. Mais à un moment donné, on va exploser, et à un moment donné, on va créer des relations qui seront malsaines. Non, puis dans l'attente de quoi ? Il n'y a personne qui va à la fin va nous dire c'est bien. Tu vois, ou qui va nous remettre... Oui, déjà. Non, mais je veux dire, se sacrifier toute sa vie, mais du coup, si c'est pas par rapport à l'image qu'on veut donner à notre famille, à l'extérieur, aux autres, c'est pour qui ? Si on le fait à contre-cœur, j'entends. Mais t'as raison, c'est très intéressant ce fait de faut respecter son prof alors que... Mais même, j'ai envie de dire, son parent. Nous, parents, on peut des fois très mal parler à nos enfants, j'en sais rien, et puis dès qu'eux vont enlever un petit peu le bec, on va leur dire tu me dois le respect. Mais attendez, oui, c'est vraiment marché à l'envers. Ouais. C'est vraiment une notion aujourd'hui avec laquelle on débat. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas à nous d'incarner cette notion de respect avant tout. Bien sûr. En fait, nous, on nous a peut-être manqué de respect dans notre enfance et on a passé notre temps à nous dire mais il faut respecter les aînés. Donc
ok, donc vraiment, on nous écrase vis-à-vis des autres. Donc forcément, la relation à l'autre, enfin, je sais pas, moi, vraiment, en parlant, je me dis, mais en fait, on s'en rend pas compte, mais peu importe le moment dans le quotidien, c'est à table, tu sers les autres avant toi, et c'est tous les jours, et c'est même plusieurs fois par jour, et du coup, quand on nous dit, bah oui, maintenant, non, c'est toi au cœur de tout. Les gens, vous êtes sympa, mais... Non, mais c'est à apprendre, tout en se rassurant que si je pense à moi, ça ne veut pas dire que je ne pense plus aux autres. Bien au contraire. C'est ça. La qualité sera bien meilleure. Et ouais, c'est hyper intéressant. Et voir, du coup, peut-être que tous les autres, là, je mets tout le monde dans le même panier. Si je regarde plus d'hiérarchie, plus d'âge, et en fait, nous sommes tous des âmes, là, ici, en train d'expérimenter des choses. Là, mais elle n'a pas d'âge. Hein. Peut-être que finalement, ton fils, qui a 4 ans, il a peut-être plus d'expérience sur le plan de l'âme qu'un vieillard de 90 ans. Donc, déjà, si on a cette vision-là, on est tous au même piédestal. Maman, grands-parents, voisins, inconnus. Peut-être que cette vision de on est tous... Je respecte tout et tout le monde, finalement. Peu importe ce qu'il peut y avoir comme enjeu. Ça, moi, je trouve que ça enlève les étiquettes. Ça enlève plein de conditionnements, finalement. Ça vient complètement bousculer cette notion de il est médecin, il est fils de... Enfin, tu vois, si vraiment tu prends du recul et qu'à un moment donné, on est prêt à mettre tout le monde sur le même plan, on mérite tous autant le respect, l'amour, etc. En tout cas, on est tous venus avec ça. Beaucoup de personnes s'identifient sur un statut social, sur moi, je suis ça, je suis ci, et ça change complètement le rapport à l'autre. Et quand on disait cette notion... d'égoïsme. Moi, je vois cette notion d'ailleurs de respect, par exemple de l'aîné, je prends cet exemple. Moi, je vois quand mes enfants, ils vont dire bonjour à des personnes âgées dans la rue et que ces personnes-là ne leur répondent pas, ce qui arrive très souvent, ils vont le relever. Donc même, ça prouve bien que c'est pas naturel. Ah, mais t'as vu, maman, machin, eux, pourquoi ils disent pas bonjour? Et moi, au bout d'un moment, mon fils, il m'a dit, moi, j'en ai marre de leur dire bonjour, ils me disent jamais bonjour. Alors moi, je lui dis, rayonne cette joie, continue avec un grand sourire à lui dire bonjour, etc. Il y a bien un moment donné où, c'est une résidence dans laquelle on habitait avant, il y a bien un moment donné où il va finir par dire bonjour, mais c'est vachement intéressant de voir finalement que ça leur coûte d'être respectueux avec quelqu'un, de faire passer l'autre avant, sous prétexte qu'il est prof, qu'il a 60 ans, que c'est notre père, que c'est notre cousin. Il faut déconditionner tout ça, là. Il faut désétiqueter tout ça. On est tous sur le même... tous dans le même bateau, j'ai envie de dire. Et puis j'aime dire, il y a un soleil qui rayonne pour toute l'humanité. Lui, il ne se pose pas de question de savoir si il rayonne. Et puis plus on sera, c'est encore une fois cette image du masque à gaz dans l'avion, on le met sur soi avant de le mettre sur son enfant, plus on sera bien et en phase avec soi, plus notre relation à l'autre, elle sera plus fluide. Enfin, parce qu'on ne sera pas... on ne sera pas obligé de mettre cette façade qui fait qu'on va être dans le sacrifice, dans le machin, et se forcer à dire faut que j'aille voir machin, faut que j'aille voir truc. Plus les relations, finalement, elles sont fluides et apaisées, et elles partent du cœur, et finalement, elles sont beaucoup plus dans l'amour et beaucoup plus saines que la personne qui se sera sacrifiée 40 ans pour aller soigner sa mère. Voilà, ça veut pas dire... Voilà, je veux dire, on peut avoir cette... de où on met la nuance entre, à un moment donné, il faut aller, c'est quand même... tu vois, c'est bien quand même d'aller voir mamie machin ou notre grande-tante qui est toute seule dans sa maison, et à quel moment tu mets la nuance entre non, là, j'ai aucune envie d'y aller, et entre ouais, mais je le fais parce que je pense que ça, c'est vraiment un débat. Oui, mais c'est s'écouter, c'est ce que vraiment, c'est s'écouter, c'est se respecter, en fait. Mais dans n'importe quelle relation, d'ailleurs, si ça vient toucher à notre respect, à nos valeurs, eh bien, c'est en faire quelque chose, c'est tout. Évidemment, est-ce que c'est de respecter l'autre que d'y aller alors qu'on n'a pas envie? Non. Il y a ça aussi, d'aller se forcer, alors même si à bout d'un moment on va passer un bon moment, mais de se forcer d'aller à un dîner, ou de se forcer à passer un coup de fil, ou se forcer à entretenir un truc, à un moment donné on n'en a pas envie, finalement c'est s'interroger, est-ce que là déjà je me respecte pas, mais en plus est-ce que je respecte l'autre finalement, peut-être en jouant un petit jeu, ou en me forçant Oui, puis c'est avec quelle énergie je le fais, parce que dans tous les cas, si je me force, peut-être que cet appel, il va être chaotique, parce que ça vibre sur une fréquence qui n'était pas la bonne, quoi. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est très souvent le cas, et de plus en plus, quand on y va avec l'énergie. C'est toujours pareil. C'est un exemple, je pense que tout le monde a vécu au moins une fois. On est hyper pressé pour aller à un rendez-vous. On est dans la colère, dans l'excitation. On va attirer le mec qui va rouler à 2 à l'heure, le tracteur qui va venir. Ça, c'est pour montrer la puissance de notre énergie qui crée ce qu'on voit. Tu sais, c'est... Ouais. Voilà, alors que des moments, on va être cool, on va avoir tous les feux verts. Enfin, voilà, bon, ici, il n'y a pas de feu, donc c'est pratique, mais voilà, on va avoir une circulation qui va être fluide. C'est pour montrer à quel point mon énergie se manifeste
dans ma vie. Ou puis on le voit bien simplement à la caisse d'un supermarché. On va arriver, la caissière ou le caissier il tire la tronche, t'arrives avec un grand sourire. Tu peux être sûr et vraiment, mais avec l'intention, pas juste avec la provocation de dire bah moi je souris, mais vraiment y aller parce qu'on rayonne ça. Quasiment instantanément, la personne en face de nous, elle va peut-être pas grand sourire, peut-être pas sourire, mais en tout cas, son énergie va spontanément changer. Et donc se le rappeler quand même dans la relation à l'autre. Donc du coup, si je vis une relation conflictuelle, une dispute avec quelqu'un, se rappeler que ça vient forcément réveiller quelque chose en nous. En nous. Forcément. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, on sort d'un dîner, ça s'est mal passé. Dans la voiture, on peut s'énerver pendant 10 minutes sur son partenaire. Ouais, t'as vu, il a dit ça, il a fait ça, ça m'a saoulé. Ok, on laisse monter la colère. Et après, quand même, on prend 2 minutes, on respire et on se dit... Attends, pourquoi ça m'a mis dans un état pareil? C'est qu'à un moment donné... Après, ça, on peut se le régler avec soi-même, j'ai envie de dire. Maintenant, si j'ai vécu une énorme trahison d'une amie, d'un meilleur ami... Quand ça vient réveiller des choses, mais il faut aller se les faire libérer, quoi. C'est tout. Sinon, ça va se répéter. Hein, c'est les schémas répétitifs. Oui, mais ça peut être à chaque fois. Mais à chaque fois qu'on va manger chez eux, tu peux être sûr qu'elle va me balancer ça. Ou à chaque fois qu'on va... Tu vois, c'est pour ça que qu'est-ce que ça me fait? Qui est cette personne? À quoi ça me renvoie? Voilà. Et puis, c'est ce qu'on disait. Si c'est une relation que je souhaite maintenir, à un moment donné, elle est conflictuelle. Mais pour le coup, c'est ma meilleure amie d'enfance. Je l'aime. J'ai vraiment envie qu'elle fasse partie de ma vie. En ce moment, on ne se comprend pas. J'ai envie de travailler ça. Ou... c'est ma collègue de travail, mon collègue de travail, j'adore mon boulot, il est hors de question que je m'en aille. Donc, voilà, encore une fois, qu'est-ce que ma relation à l'autre vient réveiller chez moi? Je le libère, ça me permet de changer mon énergie. Comme tu disais, peut-être que l'autre, elle ne changera jamais, mais bon, après, c'est son problème. Mais au moins, nous, la perception et la manière dont on va vivre la relation sera beaucoup plus douce et apaisée. On sera détaché émotionnellement. Et puis, ce que tu disais, on dépend de personne. Donc, si la relation est toxique ou très conflictuelle... au bout d'un moment, faire des choix. Ouais, pas hésiter, je pense, avec douceur, ça veut pas dire qu'il faut se taper dessus. Peu importe la relation, maman, papa, des frères, des sœurs, et bien pas hésiter à couper les ponts, mais ça je crois qu'on en avait déjà parlé. Si vraiment ça nuit à notre être, que nous on a fait ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire on a pris nos responsabilités, on a libéré ce qu'il y avait à libérer, et qu'on remet la responsabilité à l'autre, mais que cette relation-là est devenue vraiment toxique, elle ne vibre plus sur la même fréquence, eh bien, pas hésiter à parfois couper les ponts, tout simplement. C'est OK, quoi. C'est pas la fin du monde. Et puis, pour finir, pour apaiser aussi les relations au quotidien, on parle beaucoup d'empathie, d'être empathique avec les gens, se mettre à la place en cas de désaccord. En PNL, on appelle ça du coup le tri sur l'autre. Tu disais être capable de se mettre à la hauteur, de prendre la perception de l'autre, c'est ça. Se rendre compte que ça, on peut le faire et on peut être capable d'être en empathie véritable avec quelqu'un, en tout cas être capable de dire oui, mais pour le coup, si je me mets à sa place pour comprendre sa perception des choses, notamment que ce soit avec nos enfants, avec un ado, par exemple, à un moment donné, être capable de se mettre à sa place en tant qu'ado, notre mari, peu importe qui. Savoir que plus on a de traumas qui sont accumulés et d'émotionnels qui vient... polluer, c'est difficile d'être en empathie, en tri sur l'autre. Donc ça vient en plus accentuer le conflit, la dispute, la mésentente. Oui, je voulais quand même tu m'as fait penser à quelque chose. Quand on dit problème relationnel avec nos enfants compliqués, oui, ok, c'est en lien avec maman, mais c'est aussi quand même moi au même âge que mon enfant. Hein. Si c'est difficile avec mon ado de 13 ans, comment moi j'ai vécu mon adolescence à 13 ans? Ça me renvoie pas que à la relation à maman, c'est aussi en fonction de l'âge. Hein. C'est 0,7 maman. Hein. Mais si c'est avec mon adolescent, ou à partir de 7 ans jusqu'à 21 ans, c'est moi au même âge. Et ce qui me renvoie, moi, à cette période enfant. Hyper important. Oui, ce qu'on disait, que pour le coup, l'enfant, c'est beaucoup plus direct parce que c'est... C'est nous, quoi. C'est nous, enfants, quoi. Donc, c'est vrai que... Ouais, en tant que papa et en tant que maman. Mais en tout cas, pour en finir sur cette notion de tri sur l'autre, d'empathie, etc., si on a envie quand même d'apaiser nos relations et être capable de se mettre à la place de l'autre à un moment donné, parce que si c'est important, parce qu'on a tous nos traumas, nos prismes de vie, etc., qu'on est tous différents, donc c'est sûr qu'on voit tous les situations d'une manière différente, et qu'à un moment donné, on veut quand même un vivre ensemble qui soit apaisé. Voilà, se rappeler que plus on a de traumas accumulés, d'émotions qui sont omniprésentes dans notre relation à l'autre, moins l'empathie, le tri sur l'autre est possible. Oui, et puis changer son prisme de peut-être être victime, entretenir une victimisation qui fait que c'est sans arrêt la faute des autres, c'est sans arrêt les autres, et basculer dans cette responsabilité de si j'attire ça, c'est que j'ai à comprendre quelque chose, et si c'est trop fort, je dois le libérer. C'est tout en fait. Oui, voilà.
En tout cas, si pour les personnes qui étaient dans la victimisation vis-à-vis de l'autre, je pense qu'après cet épisode, elles se rendront compte que à un moment donné, c'est eux qui attirent ça. C'est ni bien ni mal, c'est Oui. comme ça pour mettre en lumière, parce qu'on est venu juste pour ça en fait. et que si tout le monde prenait de la hauteur et était capable de dire à un moment donné, oulala, attends, ce que tu es en train de dire, ça vient réveiller telle émotion chez moi, bah, déjà d'ores et déjà, les C'est relations seraient beaucoup plus fluides. Elles auraient un autre niveau, je pense, de qualité. Bon, bah, voilà. Tout dit, hein. Hein, Gaïa? Ouais, quand on se retient pas de faire... On avait des mini-épisodes là au mois de juillet qui faisaient 35 minutes, bah là, quasiment 1 heure. Donc on revient à nos premières... nos premiers épisodes, quoi. Au niveau du temps. Si vous avez des remarques à faire, si vous avez des questions, des suggestions, surtout autorisez-vous à les écrire en commentaire et surtout à partager autour de vous parce que je pense quand même que ce sujet est universel. Donc, partagez au plus grand nombre. Et puis, on vous retrouve pour de nouveaux épisodes prochainement. Et mardi prochain. Très bonne journée. Bonne journée, au revoir. À bientôt.